Il n'y a pas si longtemps, ayant franchi les portes du rêve, j'ai visité cette région de la Terre où se trouve la célèbre Cité de la Destruction, Nathaniel Hawthorne. Ce sont les dernières choses, a-t-elle écrit. L'une après l'autre, elles s'évanouissent et ne reparaissent jamais. Je peux te parler de celles que j'ai vues, de celles qui ne sont plus, mais je crains de ne pas avoir le temps. Tout se passe trop vite à présent et je ne peux plus suivre. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Tu n'as rien vu de tout cela et même si tu essayais, tu ne saurais te l'imaginer. Ce sont les dernières choses. Une maison se trouve ici un jour et le lendemain, elle a disparu. Une rue où on a marché hier n'est plus là aujourd'hui. Même le climat varie constamment. Un jour de soleil suivi par un jour de pluie, un jour de neige, suivi par un jour de brouillard, de la chaleur, puis de la fraîcheur, du vent, puis le calme plat. Une période de froid terrible, et puis aujourd'hui, au milieu de l'hiver, un après-midi de lumière parfumée, assez chaud pour qu'on ne porte que des pulls. Quand on habite dans la ville, on apprend à ne compter sur rien. On ferme les yeux un instant, on se tourne pour regarder autre chose, et ce qu'on avait devant soi s'est soudain évanoui. Rien ne dure, vois-tu, pas même les pensées qu'on porte en soi. Et il ne faut pas perdre son temps à les rechercher. Lorsqu'une chose est partie, c'est définitivement. C'est ainsi que je vis, poursuivit-elle dans sa lettre. Je ne mange guère, juste assez pour continuer à mettre un pied devant l'autre, pas davantage. Parfois ma faiblesse est telle que j'ai l'impression que je ne parviendrai jamais à faire le pas suivant. Mais j'y arrive. Malgré les défaillances, je continue à marcher. Tu devrais voir comme je me débrouille bien. Les rues de la ville sont partout et il n'y en a pas deux semblables. Je mets un pied devant l'autre, puis l'autre devant l'un, et j'espère pouvoir recommencer. Rien de plus que ça. Il faut que tu comprennes comment ça se passe pour moi à présent. Je me déplace, je respire l'air qui m'est donné, quel qu'il soit. Je mange aussi peu que possible. On a beau dire, la seule chose qui compte est de rester sur ses pieds. Tu te souviens de ce que tu m'as dit avant mon départ? William a disparu, as-tu dit. Et si énergiquement que je cherche, je ne le trouverai jamais. Voilà tes paroles. Alors je t'ai répondu que ce que tu disais m'était égal, que j'allais retrouver mon frère. Et puis je suis montée sur cet horrible bateau et je t'ai quitté. Il y a combien de cela? Je ne peux plus m'en souvenir. Des années et des années, me semble-t-il. Mais à vue de nez seulement. Je n'en fais pas un mystère. J'ai perdu la piste et jamais rien ne me remettra dans le bon chemin. C'est en tout cas une certitude. Sans la faim que j'éprouve, je ne pourrais pas continuer. Il faut s'habituer à faire avec aussi peu que possible. En désirant moins, on se contente de moins. Et plus les besoins sont réduits, mieux on se porte. C'est ce que la ville te fait. Elle te met les pensées à l'envers. Elle te donne envie de vivre en même temps qu'elle essaie de te prendre ta vie. C'est quelque chose dont tu ne sors pas. Tu y arrives ou pas. Et si tu y arrives, tu ne peux pas être assuré de réussir la fois suivante. Et si tu n'y arrives pas, il n'y aura pas de fois suivante. Je ne sais pas pourquoi je t'écris à présent. En vérité, je n'ai guère pensé à toi depuis que je suis arrivée ici. Mais soudain, après tout ce temps, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à dire. Et si je ne le note pas rapidement, ma tête va éclater. Peu importe que tu le lises,
peu importe même que je l'envoie, en supposant que ce soit possible. Peut-être cela se ramène-t-il à la chose suivante. Je t'écris parce que tu n'es au courant de rien, parce que tu es loin de moi et que tu n'es au courant de rien. Il y a des gens qui sont si minces, écrivait-elle, qu'il leur arrive d'être emportés par le vent. Dans cette ville, les bourrasques sont extrêmement violentes. Elles soufflent du fleuve en rafales qui te sifflent aux oreilles, te ballottent d'un côté et de l'autre, soulevant un tourbillon permanent de bouts de papier et d'ordures devant tes pieds. Il n'est pas rare de voir les gens les plus minces se déplacer par deux et par trois. Parfois ce sont des familles entières, ficelées et enchaînées ensemble, pour se lester mutuellement face aux bourrasques. D'autres renoncent complètement à sortir, s'agrippant aux entrées des maisons et aux renfoncements, jusqu'à ce que même le ciel le plus serein leur semble menaçant. Mieux vaut pour eux attendre calmement dans leur coin, se disent-ils, que d'être précipités contre les pierres. On peut aussi acquérir une telle aptitude à se passer de nourriture qu'on finit par arriver à ne rien manger du tout. C'est encore pire pour ceux qui luttent contre leur faim. Trop penser à manger ne peut que causer des ennuis. Il y a ceux qui s'obsèdent, qui refusent de se soumettre aux faits. Ils écument les rues à toute heure, fouillant les ordures à la recherche d'une bouchée, prenant des risques énormes pour la plus infime des miettes. Peu importe combien ils en trouvent, ils n'en auront jamais assez. Ils mangent sans jamais se repaître, lacérant leur nourriture avec une hâte bestiale, grattant de leurs doigts osseux, tandis que leurs mâchoires tremblantes ne restent jamais fermées. Presque tout leur dégouline le long du menton, et ce qu'ils réussissent à avaler est généralement régurgité au bout de quelques minutes. C'est une mort lente, comme si la nourriture était un brasier, une folie qui les consume de l'intérieur. Ils croient manger pour rester en vie, mais finalement ce sont eux qui sont dévorés. Il s'avère que s'alimenter est une affaire compliquée, et à moins d'apprendre à accepter ce qui t'échoit, tu n'arrives jamais à te sentir en paix avec toi-même. Les pénuries sont fréquentes et un aliment qui t'a fait plaisir tel jour a toute chance d'avoir disparu le lendemain. Les marchés municipaux sont probablement les endroits les plus sûrs pour faire des courses, ceux sur lesquels on peut le plus compter, mais les prix y sont élevés et le choix très restreint. Un jour il n'y a que des radis, un autre rien que du gâteau au chocolat rassis. Changer de régime si souvent et si radicalement peut mettre l'estomac à très rude épreuve. Mais les marchés municipaux ont l'avantage d'être sous surveillance policière, et tu te dis qu'au moins ce que tu y achètes finira dans ton estomac et non dans celui de quelqu'un d'autre. Les vols d'aliments dans les rues sont si fréquents qu'ils ne sont même plus considérés comme des crimes. De plus, les marchés municipaux constituent la seule forme de distribution alimentaire légalement autorisée. Il y a beaucoup d'épiciers privés dans toute la ville, mais leurs marchandises peuvent leur être confisquées à n'importe quel moment. Même ceux qui ont les moyens de payer à la police les pots de vin nécessaires pour continuer à travailler doivent constamment affronter la menace d'attaque de la part des voleurs. Les dits voleurs sont aussi le fléau des clients des marchés privés. Et on a démontré statistiquement qu'un achat sur deux suscite un acte de brigandage. De tels risques, me semble-t-il, ne valent guère d'être pris pour avoir le bonheur éphémère d'une orange ou pour goûter du jambon cuit. Mais les gens sont insatiables. La faim est une malédiction qui reprend chaque jour, et l'estomac est un gouffre sans fond, un trou aussi vaste que le monde. Les marchés privés tournent donc bien, malgré les obstacles. Partant d'un endroit pour en gagner un autre, toujours en déplacement, surgissant une heure ou deux quelque part avant de disparaître. Un mot d'avertissement cependant,
Si tu dois te fournir dans un marché privé, veille bien à éviter les négociants renégats, car la fraude fleurit et nombreux sont ceux qui vendent n'importe quoi pour le moindre bénéfice. Des œufs et des oranges remplis de sciure, des bouteilles de pisse en guise de bière. Non, il n'y a rien que les gens se retiennent de faire, et le plus vite tu l'auras appris, le mieux tu te porteras. Lorsque tu marches dans les rues, poursuivait-elle, tu dois te souvenir de ne faire qu'un pas à la fois, sinon la chute est inévitable. Tes yeux doivent être constamment en alerte, braqués vers le haut, le bas, devant, derrière, surveillant d'autres corps à l'affût de l'imprévisible. Une collision avec quelqu'un peut être fatale. Deux individus se bousculent et puis se mettent à s'assommer à coups de poing. Ou bien ils tombent au sol et n'essaient pas de se relever. Car tôt ou tard vient un moment où l'on ne fait plus l'effort de se relever. Les corps souffrent, vois-tu. Il n'y a pas de remède à cela. Et bien plus atrocement ici qu'ailleurs. Les gravats présentent un problème particulier. Il faut apprendre à passer des tranchées qu'on n'a pas remarquées, des tas de pierres imprévues, des petites ornières. Tout cela de façon à ne pas trébucher ni se blesser. Et puis il y a le pire, les péages, qu'on n'évite que par l'astuce. Il suffit qu'il y ait des bâtiments effondrés ou des ordures accumulées pour que s'élèvent de grands tas au milieu de la rue, bloquant tout passage. Il y a des hommes pour construire ces barricades chaque fois que les matériaux sont disponibles. Puis, armés de gourdins, de carabines ou de briques, ils montent dessus. De leur perchoir, ils attendent que j'en vienne. Ce sont eux qui tiennent la rue. Si on veut passer, on doit donner à ses gardiens ce qu'ils exigent. Parfois de l'argent, parfois de la nourriture, parfois du sexe. Les brutalités sont habituelles et de temps à autre, on entend parler d'un meurtre. De nouveaux péages se dressent, les anciens s'en vont. Tu ne sais jamais quelle rue prendre ni laquelle éviter. Par bribes, la ville te dépouille de toute certitude. Il ne peut jamais exister de chemin tracé d'avance, et tu ne peux survivre que si rien ne t'est nécessaire. Tu dois pouvoir tout changer de but en blanc, laisser tomber ce que tu fais, repartir en arrière. À la fin, il n'y a rien qui échappe à cette règle. Par conséquent, il te faut apprendre à déchiffrer les signaux. Lorsque les yeux sont défaillants, le nez vient parfois à la rescousse. Mon odorat est devenu anormalement sensible. Malgré les effets secondaires, la nausée soudaine, le vertige, la peur qui survient lorsque l'air fétide m'envahit le corps, mon nez me protège lorsque je tourne au coin d'une rue, l'endroit des plus grands dangers. Les péages, en effet, ont une puanteur particulière qu'on apprend à distinguer même de très loin. Composés de pierre, de ciment et de bois, ces monticules contiennent aussi des ordures, des éclats de plâtre. Le soleil agit sur les immondices, produisant une odeur encore plus infecte qu'ailleurs, tandis que la pluie travaille le plâtre pour le boursoufler et le dissoudre, de façon qu'il dégage ses propres émanations. Lorsque les deux agissent l'un sur l'autre, avec de brusques alternances de sécheresse et d'humidité, le péage se met alors à exhaler toute son odeur. L'essentiel est de ne pas s'accoutumer, car les habitudes sont mortelles. Même si c'est la 100e fois, il faut aborder quelque chose comme si on ne l'avait encore jamais rencontré. Peu importe combien de fois, ce doit toujours être la première. Ce qui est pratiquement impossible, je m'en rends bien compte, mais c'est une règle absolue. On se dit que tôt ou tard, tout cela devrait prendre fin. Les choses tombent en morceaux et s'évanouissent alors que rien de neuf n'est créé. Les gens meurent et les bébés refusent de naître. Durant toutes les années que j'ai passées ici, je ne peux pas me rappeler avoir vu un seul nouveau-né. Et pourtant, il y a toujours de nouveaux arrivants pour remplacer les disparus.
Ils affluent des campagnes et des villes de la périphérie, tirant des chariots où s'empilent en hauteur toutes leurs possessions, ou encore dans des voitures délabrées qui passent en pétaradant. Et ils sont tous affamés, tous sans abri. Jusqu'à ce qu'ils soient au courant des usages de la ville, ces nouveaux venus constituent des victimes faciles. Un bon nombre d'entre eux se font escroquer leur argent avant la fin du premier jour. Il y en a qui payent des appartements qui n'existent pas, d'autres qui se laissent entraîner à verser des commissions pour des emplois qui ne se concrétisent jamais, d'autres encore qui déboursent leurs économies pour acheter de la nourriture qui s'avère n'être rien d'autre que du carton peint. Encore ces supercheries-là sont-elles les plus ordinaires. Je connais quelqu'un qui gagne sa vie en se postant devant l'ancien hôtel de ville et en demandant un paiement chaque fois qu'un des nouveaux venus jette un coup d'œil à l'horloge de la tour. Si une dispute survient, son assistant, qui joue le bec jaune, fait semblant de se plier au rituel, de regarder l'horloge et de payer, de façon que l'étranger croit que c'est la pratique habituelle. Ce qui est stupéfiant, ce n'est pas qu'existent des escrocs, mais qu'il leur soit si facile d'amener les gens à se départir de leur argent. Quant à ceux qui ont un logement, ils courent toujours le danger de le perdre. La plupart des bâtiments ne connaissent pas de propriétaire. On n'a pas de droit en tant que locataire, pas de bail, pas de support juridique sur lequel s'appuyer si les choses tournent contre soi. Il n'est pas rare que des gens soient expulsés de leur appartement par la force et jetés à la rue. Une bande te tombe dessus avec des carabines et des gourdins et t'ordonne de déguerpir. À moins d'estimer être plus fort qu'eux, que te reste-t-il comme choix? Cette pratique est connue sous le nom d'effraction. Il y a peu de gens dans la ville qui, à un moment ou à un autre, n'aient pas perdu leur logement de cette manière. Et même si tu as la chance d'échapper à cette forme-là d'expulsion, tu ne sais jamais quand tu seras victime de l'un des propriétaires fantômes. Ce sont des gens qui t'extorquent de l'argent et terrorisent pratiquement tous les quartiers en forçant les habitants à payer des primes de protection pour pouvoir rester dans leur appartement. Ils s'autoproclament propriétaires d'un bâtiment, escroquent les occupants et ne rencontrent presque jamais d'opposition. Pour ceux qui n'ont pas de logement, cependant, la situation est au-delà de toute issue. Bien qu'il n'existe jamais rien de libre, les agences de location continuent une sorte d'activité. Elles insèrent chaque jour des annonces dans le journal faisant hardiment état d'appartements à louer pour attirer des clients dans leurs officines et leur soutirer une commission. Personne n'est dupe de ce manège, et pourtant il existe un nombre élevé de personnes qui acceptent d'engloutir leurs derniers sous dans ces promesses illusoires. Ils arrivent tôt le matin devant les bureaux, font patiemment la queue, parfois pendant des heures, rien que pour pouvoir s'asseoir 10 minutes avec un employé et regarder des photos d'immeubles dans des rues bordées d'arbres, des pièces confortables, des appartements équipés de tapis, de fauteuils en cuir souple. Scène paisible pour évoquer une bonne odeur de café qui flotte dans la cuisine, la vapeur d'un bain chaud, les couleurs brillantes de plantes dans leur peau joliment rangées sur le rebord d'une fenêtre. Personne ne semble se soucier du fait que ces photos datent de plus de 10 ans. Nous sommes si nombreux à être redevenus comme des enfants. Ce n'est pas que nous le voulions, comprends-tu, ni qu'aucun de nous en soit réellement conscient. Mais lorsque l'espérance s'est enfuie, lorsqu'on découvre qu'on a même cessé d'espérer que l'espérance soit possible, on a tendance à remplir les espaces vides par des rêves, des petites pensées enfantines et des histoires qui aident à tenir. Même les plus endurcis ont du mal à s'en empêcher. Sans cérémonie ni préalable, ils coupent court à ce qu'ils sont en train de faire, s'assoient et parlent des désirs qui ont surgi en eux. La nourriture est évidemment un de leurs sujets préférés.
Il est fréquent de surprendre une conversation de groupe où on décrit un repas dans tous ses détails, en commençant par les soupes et les amuse-gueules, pour arriver lentement au dessert, en insistant sur chaque saveur et chaque épice, sur les divers goûts et arômes, en se concentrant tantôt sur la méthode de préparation, tantôt sur les effets de l'acte même de manger, depuis le premier picotement sur la langue, jusqu'à la sensation de paix qui vous envahit graduellement, à mesure que l'aliment descend le long de la gorge pour atteindre le ventre. Ces conversations durent parfois des heures et suivent un rituel extrêmement rigoureux. On ne doit jamais rire, par exemple, et on ne doit jamais laisser la faim prendre le dessus sur soi-même. Pas d'éclat, pas de soupir involontaire, cela conduirait à des pleurs et rien ne gâte une conversation gastronomique plus vite que des larmes. Pour avoir les meilleurs résultats, il faut laisser son esprit plonger dans les paroles qui surgissent de la bouche des autres. Si on réussit à se laisser absorber par ces paroles, on parvient à oublier sa faim et à entrer dans ce que les gens appellent le domaine du nimbe nourricier. Il y a même ceux qui soutiennent que ces conversations gastronomiques ont une valeur nutritive, si elles atteignent la concentration nécessaire et s'il y a chez les participants le même désir de croire aux paroles énoncées. Tout ceci appartient à la langue des spectres. Il existe bien d'autres formes de conversation possibles dans cette langue. La plupart d'entre elles commencent dès que quelqu'un dit à un autre « je voudrais ». Ce qu'il souhaite peut être n'importe quoi du moment que c'est irréalisable. Je voudrais que le soleil ne se couche jamais. Je voudrais que l'argent pousse dans mes poches. Je voudrais que la ville soit comme autrefois. Tu vois ce que je veux dire? Des choses absurdes et infantiles, dépourvues du sens et de réalité.